En Europe, l'essentiel de l'énergie qu'on consomme, comme partout dans le monde, comme en France aussi, ce sont des combustibles fossiles, carburant pétrolier en tête, gaz ensuite, et l'électricité ne correspond qu'à 23%, donc un petit quart de l'énergie finale totale consommée en Europe. Le pétrole est évidemment une ressource non renouvelable aux échelles qui nous intéressent, vu que ça prend entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'années à produire. Et c'est une ressource, donc c'est une ressource limitée pour laquelle on a déjà passé des pics d'extraction dans certains pays du monde. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Ici, vous avez le Royaume-Uni qui a passé un pic principal d'extraction dans les années 80. Ils ont réinvesti ensuite, ce qui a permis de passer un pic secondaire qui en fait était le pic primaire à peu près au niveau des années 2000. Et là, le Royaume-Uni, comme toute la mer du Nord de manière générale, est en déclin. Ce qui est valable pour un gisement, qui est valable pour un pays, sera aussi valable pour un continent et sera valable pour le monde dans son intégralité. C'est pareil donc pour la Norvège, qui a passé son pic dans les années 2000, l'Algérie aussi, qui a passé son pic en 2008. Et en fait, ces pics d'extraction découlent aussi des découvertes. Pour pouvoir extraire du pétrole, il faut d'abord l'avoir découvert. Ici, vous avez graphique des découvertes de pétrole conventionnel au niveau mondial. Le pétrole conventionnel, c'est le pétrole qui est piégé dans des roches suffisamment poreuses pour qu'il puisse circuler. C'est-à-dire que quand vous faites un forage dans le gisement, du fait de la pression interne du gisement, le pétrole remonte naturellement et il suffit de le récupérer comme ça. C'est l'essentiel du pétrole qu'on consommait jusque dans les années 2000. Il y a d'autres pétroles qui existent, qui sont non conventionnels, par exemple dans des roches trop peu poreuses pour qu'ils puissent circuler. Donc vous pouvez quand même récupérer le pétrole en fracturant la roche, dans les pétroles de roche-mer ou pétrole de schiste américain, où vous avez des choses qui ne sont pas des pétroles, mais qu'on peut transformer en pétrole, comme les sables bitumineux canadiens. Donc là, vous avez des bitumes solides que vous allez séparer du sable, et ensuite vous allez pouvoir l'hydrogéner ou le mélanger à des coupes plus légères de pétrole pour faire des pétroles synthétiques, ce qui nécessite beaucoup plus d'énergie. Donc les pétroles conventionnels, vous voyez qu'on est passé par un pic de découverte dans les années 60. Les découvertes déclinent depuis les années 60, sont inférieures aux extractions depuis les années 80. Et là, vous vous dites, il y a un problème. Si tous les mois, vous dépensez 2000 et vous gagnez 1000, tant que vous avez de l'argent sur votre compte en banque, ça passe, mais à un moment, ça passera plus. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. On a commencé à toucher aux limites du pétrole conventionnel et on a passé le pic le pic de pétrole conventionnel vers la fin des années 2000. Ça a expliqué le fait que le prix du baril se soit envolé à plus de 100 $ entre 2008 et 2014. Ça a permis d'aller chercher des pétroles qu'on connaissait depuis bien longtemps, mais qu'on n'était pas allé chercher pour des raisons économiques, les pétroles non conventionnels. Et ça a permis de remettre une pièce dans la machine et de continuer à faire croître les extractions pétrolières. Mais ça ne change pas la donne. En fait, du pétrole, on n'en trouve quasiment plus. Là, je vous ai mis un graphique qui a été produit par l'un des 3 gros cabinets de conseil à l'industrie pétrolière, Rystad. Ce qui est intéressant à regarder, c'est ce que je vous ai encadré ici. Vous voyez que donc chaque année, ce graphique représente les découvertes de pétrole et de gaz, gaz en rouge, pétrole en vert. Et chaque année, en pétrole plus gaz, on consomme 58 milliards de barils équivalent pétrole. C'est-à-dire, pour convertir le gaz en pétrole, on regarde le contenu énergétique du gaz et on convertit ça comme si c'était du pétrole en équivalent pétrole. Donc tous les ans, le monde consomme environ 58 milliards de barils équivalent pétrole de pétrole plus gaz. Et ça, c'est ce qu'on a découvert ces dernières années. Donc l'an dernier, on a découvert moins de 10% de ce qu'on a extrait. Et quand vous regardez, en fait, l'année où on a découvert le plus dans les dernières années, c'est 2015, où on était encore sur la lancée des investissements massifs dans le pétrole qui étaient liés à un prix du baril à plus de 100 $ entre 2008 et 2014. Donc en fait, ça fait bien longtemps qu'on découvre beaucoup moins que ce qu'on extrait. Donc tout ce que vous avez, sauf la dernière ère en haut, c'est l'énergie dont on peut profiter. Donc il va servir à faire tourner vos voitures, à alimenter vos chaudières à fioul, etc., à faire tout un tas de plastique, de polymères, etc. Et la zone en jaune ici, c'est l'énergie qui sert à aller chercher le pétrole. Et vous voyez en fait que donc déjà ça augmente très significativement, surtout dernièrement, en fait, surtout depuis les années 2000. Et en outre, vous voyez que ce qui nous intéresse finalement, c'est pas le pic en volume de pétrole extrait, c'est le pic en énergie nette qui lui intervient avant. Et globalement, on y est à peu près, quoi.
on peut discuter de la date, mais globalement, c'est dans la dizaine d'années à venir. Et l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport, qui dit que le secteur pétrolier, les investissements dans l'amont, c'est-à-dire exploration-production du secteur pétrolier et gazier, sont en phase avec leur trajectoire neutralité carbone en 2050. Par contre, la demande, elle, ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on a toujours une demande qui est orientée à la hausse. Par contre, niveau offre, c'est orienté à la baisse. Et ça, contrairement au climat, il y a vraiment un intérêt à agir même si on est tout seul. C'est-à-dire que souvent, un des arguments à l'inaction climatique, c'est de se dire « Ouais, mais bon, si je suis tout seul à agir, finalement, si les autres n'agissent pas, je me retrouve à avoir fait des efforts pour rien. » Pour les contraintes sur les matières fossiles, c'est différent. Si vous êtes le seul à agir, soit un foyer ou un pays, vous en sortirez quand même mieux que les autres. Un pays qui va équiper sa population avec des voitures sobres, peu consommatrices, a plus de chances de voir les catégories les moins aisées de sa population être capable de continuer à aller au travail que si tout le monde est équipé avec des voitures à 7 ou 8 litres. Pareil, si on a remplacé les chaudières à fioul chez les ménages les plus précaires, etc. Pareil, on peut même gagner des avantages compétitifs sur l'industrie. C'est-à-dire que si, plutôt que de laisser l'industrie répondre au crépuscule de la demande d'hier, c'est-à-dire faire des gros SUV, parce qu'effectivement c'est ce qui se vend, si on l'oblige à se positionner sur des marchés plus sobres, face à des contraintes comme ça, ils pourront gagner des parts de marché. C'est tout à fait ce qu'on a constaté pendant les premiers chocs pétroliers, quand l'industrie automobile européenne s'en est mieux sortie que l'industrie automobile américaine, parce que vu qu'on n'avait pas de pétrole, on faisait déjà des voitures qui étaient plus petites. Donc là, il y a eu un déclin de la consommation consécutif à la crise de 2008. Mais ces dernières années, la consommation est repartie à la hausse parce qu'on est sorti de la crise. Par contre, les extractions, elles, continuent de décliner. Et le déclin s'accélère depuis 2017 du fait du passage du pic de la Norvège, que vous voyez ici en orange. Et il faut savoir que la Norvège est le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne derrière la Russie. Alors, un truc intéressant à retenir, la Russie, c'est le premier fournisseur de pétrole, gaz et charbon de l'Union européenne. Donc, c'est pas compliqué. C'est notre premier fournisseur d'hydrocarbures, de manière générale. Et pour le gaz, elle fournit à peu près 40% de notre gaz. La Norvège qui vient juste après, ce que vous pouvez voir en fait sur le graphique de gauche, en bleu vous avez les importations russes, les importations en Union européenne de gaz russe, en rouge vous avez les importations de gaz norvégien, en vert de gaz algérien et en bleu turquoise de gaz naturel liquéfié de plein de pays différents. Donc vous voyez que du fait de l'épuisement du fait du déclin des extractions norvégiennes et néerlandaises aussi, le Pays-Bas qui est un fournisseur significatif de l'Union européenne est en phase finale de déclin, on doit s'appuyer de plus en plus sur la Russie et le GNL. Le problème du GNL, donc il y a deux moyens de transporter du gaz. Le gazoduc, c'est un tuyau, vous avez un fournisseur et un client, une fois que vous avez investi dans le tuyau, vous avez intérêt à l'utiliser. Et puis les deux se tiennent un petit peu. Par contre, le GNL, gaz naturel liquéfié transporté par navire, là le fournisseur peut vendre à n'importe qui et le client acheter à n'importe qui. Donc on est directement en compétition avec les autres acheteurs de GNL, et notamment l'Asie, et notamment la Chine. Qui a des besoins énormes en gaz et dont on constate que dans les dernières années, elle a complètement drainé le marché du gaz naturel liquéfié. Et globalement, jusqu'au pire de la crise gazière, c'est-à-dire fin 2021, on avait du mal à faire venir des navires de GNL parce que la Chine payait plus cher pour son gaz. Et donc c'est vraiment avec l'explosion du prix du gaz en Europe qu'on a réussi à faire venir des navires et saturer nos terminaux GNL. Mais il faut vraiment avoir conscience du fait que contrairement aux gazoducs, par exemple les gazoducs entre la Norvège et la France, la Chine elle va pas venir s'interposer. Par contre, sur le GNL, il y a vraiment cette problématique-là. Donc, bien retenir que structurellement, on est de plus en plus dépendant de la Russie. Et ça, la Russie en profite. À gauche, le graphique de gauche vous montre les livraisons de gaz par la Russie à l'Union européenne via différentes routes. Je ne sais pas s'il y a le GNL là-dessus. Non, il n'y a que les gazoducs. Vous voyez que, bon, début de la crise en 2020, le transit ukrainien diminue. Bon, c'est logique du fait de la crise en Ukraine. Par contre, il n'a pas repris après. Malgré les demandes répétées de l'Union européenne d'acheter plus de gaz courant 2021. Et fin 2021, avec l'augmentation des tensions à l'Ukraine, vous voyez que la Russie a même volontairement réduit ses livraisons de gaz via Yamal, c'est le corridor biélorusse.
a mis l'Europe sous pression au niveau du gaz, particulièrement en 2021. Et en parallèle de ça, le gaz, c'est une énergie qui est assez pratique parce qu'on peut faire d'énormes appels de puissance avec. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en importe toute l'année. Par contre, on l'utilise surtout l'hiver pour se chauffer. Donc on en importe l'été, on le stocke dans des grands centres de stockage souterrain. Et certains de ces sites de stockage sont gérés par Gazprom, qui est le gazier russe en Europe. Alors pas en France, mais en Europe. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'été dernier, l'été 2020, T1, Gazprom n'a pas rempli les sites de stockage dont il avait le contrôle. Donc ici, vous avez les sites de stockage opérés dans l'Union européenne. Donc en bleu, Total Union européenne, en rouge, en rouge Gazprom et en vert non Gazprom. Vous voyez que tous les étés, les différents gestionnaires des sites de stockage, Storengy en France, remplissent les stocks et puis les vident l'hiver avec les besoins. Là, Gazprom ne les a pas remplis. Et donc avec un prix du gaz qui a fait entre x4 et x6, ça a plusieurs conséquences. Un, on finance l'effort de guerre russe. Vous voyez là la facture gazière européenne en milliards d'euros par trimestre. Donc était globalement on va dire une vingtaine de milliards d'euros par trimestre avant le Covid. Là, on est passé à 60 milliards d'euros au quatrième trimestre 2021. En rappelant encore une fois que la Russie c'est 40% de notre approvisionnement. La deuxième conséquence, et ça à mon sens c'est extrêmement grave, c'est la destruction de demande en Europe. À 110 € le mégawattheure, il y a plein d'activités qui ne sont pas solvables, notamment des activités industrielles. Je pense en particulier à la papeterie, la métallurgie et la production d'engrais. Donc dans ces industries-là, vous avez plein d'industriels qui ont réduit leur production, voire arrêté leur production. Dans le cas des engrais, par exemple, ça entraîne une flambée du prix de l'engrais, donc une flambée du prix des céréales, donc ça entraînera des crises alimentaires. Et donc en fait, vous avez tout un tas de conséquences en chaîne comme ça de l'évolution du prix du gaz. C'est aussi une progression de la précarité énergétique. Alors en France, on n'est pas les plus touchés du fait des tarifs réglementés, électriques et gaziers. Alors sur l'électricité, ça c'est permis par notre parc électrogène essentiellement bas carbone. Sur le gaz, en fait, on accumule une dette qu'à un moment on va devoir payer, donc il y aura un retour de bâton. Et tout l'enjeu, en fait, j'y reviendrai probablement plus tard, actuellement, à mon sens, donc ça c'est plutôt un avis personnel, parce qu'il y a des gens qui peuvent trouver que finalement réduire la demande par le marché, c'est la bonne solution. Mais si on réduit la demande par le marché, on va en perdre des bouts comme ça, de façon non dirigée. Là, il y a quelques semaines, c'est le métro madrilène qui a dit qu'il diminuait de 10% la fréquence de leur train parce que leur facture électrique est passée de 120 000 € par jour à 800 000 € par jour. Et donc, ils peuvent plus, ils réduisent de 10% la fréquence des trains. Le métro, on peut considérer que c'est une infrastructure essentielle et que s'il y a moins de métro, les gens prendront plus la voiture. Donc, ça va aggraver la situation. Donc, à mon sens, il y a vraiment un enjeu à se saisir aujourd'hui du sujet, à rationner l'électricité, le gaz, le pétrole, pour remplir les stocks, pour pouvoir passer l'hiver prochain. Le problème, là il y a de la destruction de demande actuellement, mais c'est même pas actuellement le problème, là ça reste gentil. Le problème, ça va être l'hiver prochain. Surtout si, et ça on n'a aucune visibilité là-dessus, la Russie nous coupe l'approvisionnement en gaz. Si nos stocks ne sont pas pleins, donc même si les stocks sont pleins ça va être difficile, mais si les stocks ne sont pas pleins ça va être gravissime. Donc il y a vraiment un enjeu à remplir nos stocks gaziers le plus rapidement possible, et pour le faire il faut réduire le plus possible notre demande de gaz d'ici là. Et je vous disais tout à l'heure qu'en plus la Russie va réduire sa dépendance à l'Union européenne. Ici, donc c'est une carte que j'ai prise sur le site de Gazprom, je ne me suis pas cassé la tête. Vous avez essentiellement donc, là, les gisements de Sibérie occidentale qui servent l'Europe, les gisements de Sibérie orientale qui servent la Chine, donc ça ce sont des développements plutôt récents, avec le gazoduc Force de Sibérie qui sert à connecter ces champs de Sibérie orientale à la Chine, donc pour vendre du gaz à la Chine. Ça a été mis en service, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. Et la Russie et la Chine travaillent à un nouveau projet de gazoduc Force de Sibérie 2. N'a pas amélioré la situation, mais a changé la donne. En fait, donc là, je vous ai mis à gauche les capacités de production électrique installées en Allemagne et à droite en Belgique. Donc tout ce que vous avez en dessous de ma souris, c'est-à-dire tout ce qui va jusqu'au orange, c'est le pilotable, et au-dessus sont les renouvelables. L'Allemagne prévoyait de fermer on va dire 3 ans, plus de 20% de ses capacités pilotables. C'est-à-dire 8 gigawatts de nucléaire. Alors là, ils en ont déjà fermé 4, il en reste 4 à fermer, plus 15 gigawatts de charbon
14, pardon, à horizon 2023. Donc l'Allemagne, qui était un gros pays industriel, gros producteur d'électricité, exportateur d'électricité, le deuxième en Europe derrière la France, s'apprêtait dans un laps de temps très court à devenir importateur et déstabilisateur en Europe. La Belgique veut faire exactement la même chose. Là, vous avez ici vous avez le nucléaire, donc c'est un quart du parc installé, mais c'est 50% de la production électrique belge. La Belgique veut fermer tout ça à horizon 2025, même s'ils envisagent maintenant de prolonger 2 réacteurs, en le remplaçant par quelques centrales à gaz, mais beaucoup moins que ce qu'ils ont en parc installé nucléaire, et en augmentant les importations d'électricité. La France donc la France a fermé beaucoup de capacités pilotables dans les dernières années, 8,7 gigawatts de fossiles, surtout du fioul et du charbon, un peu de nucléaire aussi. Et prévoyait, alors même si on est revenu dessus, de fermer d'autres réacteurs nucléaires. Et Italie et Espagne, c'est pareil, prévoient de fermer du charbon et du fioul. Alors, tout ça, c'est très bien pour le climat, enfin, au moins un charbon quand on veut fermer du charbon et du fioul. Par contre, s'il n'y a pas de coordination entre les pays européens, c'est un peu comme quand vous allez au restaurant à plusieurs et que chacun compte sur le fait que quelqu'un d'autre ait pris sa carte. Si personne n'a sa carte, vous avez un problème. Et là, en fait, c'est vraiment ce vers quoi on se dirigeait rapidement et à court terme en Europe, avec un déclin rapide des capacités pilotables et tout le monde qui compte sur les autres pour lui fournir de l'électricité quand il y a besoin. En quoi la situation actuelle a changé la donne sur le système énergétique? Alors, ça a remis en question une partie des politiques électriques de certains pays. Par exemple, l'Allemagne veut toujours sortir du nucléaire. Par contre, elle est revenue sur ses fermetures de centrales à charbon. Donc déjà, elle ne va pas les fermer, puis elle va faire des stocks stratégiques de charbon. De façon temporaire officiellement, personnellement je n'y crois pas, mais on peut en débattre après si vous voulez. Pardon. Et la Belgique va revenir sur la fermeture de 2 centrales nucléaires. Donc ça va assouplir un petit peu la situation, même si ça ne répond pas à tout. Par contre, envers de la médaille, la crise énergétique actuelle aggrave la situation sur l'électricité, parce que l'électricité est encore en bonne partie produite avec des fossiles, et si on a des ruptures sur les fossiles, on aura des ruptures sur l'électricité. Et de toute façon, l'envol du prix du gaz entraîne celui du prix de l'électricité. Donc il y a vraiment en fait ces deux côtés, ces deux impacts. Un plutôt positif en termes de sécurité d'approvisionnement, mais négatif en termes climatiques, et un négatif en termes économiques et sécurité d'approvisionnement de la crise sur l'approvisionnement électrique. En fait, ce qu'on se dit souvent, c'est bon, mais de toute façon, les fossiles, c'est pas si grave s'il y a des problèmes parce qu'on va décarboner et on va décarboner surtout en électrifiant. Sauf que l'électricité, en fait, ce sont surtout des métaux. Par exemple, ici, vous avez entre une voiture conventionnelle, donc voiture thermique, et un véhicule électrique, vous avez la consommation de métaux ici, beaucoup plus de cuivre, beaucoup plus de métaux évidemment pour les batteries. Pareil pour les énergies renouvelables. En fait, ce qui va consommer beaucoup de métaux dans les systèmes électriques, ce sont les réseaux. Donc par exemple, c'est ce que vous voyez avec l'éolien en mer. L'éolien en mer, c'est pratique, ça permet de produire beaucoup d'électricité, un peu plus loin des gens, avec un facteur de charge qui est plutôt bon. Par contre, il faut beaucoup de cuivre parce que c'est loin. Et la mobilité électrique, besoin de beaucoup de batteries. Et si en plus vous voulez mettre des batteries pour stabiliser le réseau électrique, vous avez encore besoin de plus de matière. Alors ça pose tout un tas de problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes géologiques. Par exemple, sur le lithium, du lithium, il y en a plein dans le sous-sol, mais aussi des problèmes en flux. L'industrie minière, c'est une industrie du temps long. Quand vous avez bien fait votre exploration, il faut quand même au moins une dizaine d'années pour mettre une mine en service. Donc, il faut anticiper vos besoins. Donc, quand les besoins sont à peu près plats, un petit peu déclinants, un peu croissants, bon, ça se fait plutôt bien. Puis vous pouvez augmenter ou diminuer un peu les capacités de chaque mine. Par contre, quand vous avez une consommation qui évolue très fortement, c'est beaucoup plus difficile à anticiper. Et par exemple, sur le lithium, et on le verra sur d'autres métaux, les perspectives d'offres sont très inférieures aux perspectives de demande parce que les investissements ne suffisent pas. Il y a vraiment une explosion de la demande. Alors on investit dans l'offre, mais ça ne suffit pas. Et c'est pas quand on va commencer à faire face, en fait on commence déjà à faire face aux contraintes qu'on va pouvoir les résoudre en 6 mois parce qu'il y a cette inertie. Donc on peut avoir un goulot d'étranglement qui fait que ça va ralentir les efforts d'électrification. Pareil sur le cuivre, pour le cuivre, l'essentiel de la production aujourd'hui est très mature, donc c'est difficile d'augmenter la production des mines actuelles, il faut en rouvrir d'autres. Quand on ouvre une mine, c'est un investissement sur plusieurs décennies, donc il faut être sûr du paysage politique du pays. Est-ce qu'on pourra l'exploiter sur plusieurs décennies? Si c'est un pays instable, il peut y avoir des doutes. Ce sont souvent des gisements qui sont moins intéressants, moins concentrés que les gisements actuellement en exploitation, donc il y a aussi un risque économique. Il peut y avoir des risques environnementaux.
à la fois physique et d'acceptabilité. Par exemple, au Pérou, le Pérou a fermé plusieurs mines du fait de demandes environnementales de sa population. Mais vous pouvez aussi avoir des risques environnementaux qui vous contraignent physiquement. C'est-à-dire même si vous ne vous intéressez pas à la population, si vous avez besoin d'eau à un endroit et qu'il n'y a pas d'eau à cet endroit-là, votre gisement, vous n'allez pas l'exploiter, ou alors ça coûtera beaucoup plus cher et l'équation économique de votre exploitation ne sera pas du tout la même. Donc il y a la même, je ne l'ai pas mis, mais il y a la même chose sur le nickel et sur d'autres métaux. Et en plus, pour corser le tout, les métaux, l'extraction et surtout le raffinage des métaux est beaucoup plus concentré que celui des combustibles fossiles. Alors sur ces graphiques, vous avez en haut les combustibles fossiles, à gauche extraction, à droite raffinage, et donc en bas les minéraux, à gauche extraction, à droite raffinage. Et vous voyez que certains pays, la Chine pour ne pas la nommer, c'est vraiment positionné, c'est une stratégie d'État sur le raffinage des métaux pour la transition. Et donc il faut vraiment faire attention à ne pas troquer une dépendance pour une autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas électrifier, mais ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le problème des métaux, avec, à mon sens, trois leviers de réponse. Tout d'abord, produire des matières premières primaires sur le territoire européen, c'est-à-dire extraire des métaux dans des mines sur le territoire européen. Ça nous permettra d'avoir un meilleur contrôle des normes sociales et environnementales, donc de faire ça, éviter de faire ça n'importe comment dans d'autres pays. Meilleure autonomie stratégique, c'est-à-dire que même si on ne produit pas tous les métaux qu'on consomme, si la Chine, par exemple, ou d'autres pays décident de nous couper les métaux, ou qu'il y a un coup d'État, je ne sais pas, au Congo, qui produit l'essentiel du cobalt, on sera quand même capable d'assurer au moins les applications les plus nécessaires à notre économie. Mais il y a une question d'acceptabilité à ne pas sous-estimer. Ensuite, il faut aussi développer les filières de matières premières secondaires, c'est-à-dire le recyclage, tout en ayant conscience du fait que ça restera marginal pendant longtemps. Parce que quand vous avez une demande qui explose, ce que vous recyclez, c'est ce que vous avez mis en service longtemps avant. Prenons l'exemple des véhicules électriques. Ce qu'on recycle actuellement, ce sont les véhicules électriques qu'on a mis en service il y a 15 ans. C'est-à-dire rien. Et les métaux de recyclage des véhicules électriques qu'on aura dans 15 ans, ce sont ceux qu'on met aujourd'hui en service. Mais a priori, il y en aura beaucoup plus dans 15 ans, donc ça ne représentera rien par rapport à la demande. Donc en fait, pour que le recyclage ait une part importante dans l'approvisionnement métallique, il faut déjà stabiliser la consommation. Et pire que ça, en fait, il faut qu'elle soit déclinante parce qu'il y a des pertes. En fait, vous ne recyclez pas tout, il y a des pertes au recyclage. Donc il y a toujours besoin d'approvisionnement en matières premières primaires. Donc le recyclage, c'est nécessaire, il ne faut absolument pas le sous-estimer, il faut en faire le plus possible. Mais il ne faut pas se leurrer, ça ne suffira pas. Et le troisième point qui est extrêmement important, maîtriser la demande de métaux. Et ça, en fait, ça permettra de... J'arrive après. Maîtriser la demande de métaux. Si vous faites des petits véhicules électriques sobres, vous en ferez davantage que si vous faites des gros Hummers. Et donc, ça pose la question de la place de la voiture dans la mobilité. C'est-à-dire que la voiture électrique a une place à jouer dans la décarbonation. À partir du moment où on s'interroge sur le rôle de la voiture dans la mobilité, sur ce qu'est une voiture, sur sa puissance, sa masse, etc., les services qu'elle rend. Et en fait, c'est valable pour toutes les technologies de la transition. On peut dire la même chose de l'hydrogène, des carburants à aviation durable, du nucléaire, des renouvelables, des batteries. Tout ça, ça a un rôle à jouer dans la transition à partir du moment où on s'interroge sur les usages. Prenons l'exemple des carburants à aviation renouvelables, des carburants à aviation durable, donc faire des carburants avec de l'hydrogène et du CO2 récupéré en sortie d'usine, de cimenterie par exemple, ou à partir d'huile usagée. On peut en faire. Si l'idée c'est de transporter quelques diplomates de temps en temps à l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème. Si par contre le but c'est de faire des Paris-Barcelone à 15 € et de faire croître le trafic, on n'y arrivera pas pour deux raisons. Un, une raison de coût, parce que ça coûtera toujours plus cher que du pétrole qu'il suffit d'extraire. Et deux, pour des questions de gisement. C'est-à-dire que si on veut faire des quantités colossales de carburant à aviation durable, en fait ils ne seront pas durables parce qu'il faudra aller chercher des choses qui ne sont pas durables. Typiquement par exemple des huiles végétales qu'on cultivera à des endroits où on aura déforesté. Donc en fait toutes les technologies, et là j'ai élargi pas qu'à la question des métaux, toutes les technologies ont un rôle à jouer qui ont un rôle à jouer dans la transition, souvent ont un rôle à jouer à partir du moment aussi où on s'interroge sur les usages. C'est pas du remplacement transparent de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Conclusion, nos modes de vie reposent largement sur l'énergie abondante, essentiellement d'origine fossile, même en Europe et même en France. La France, encore une fois, 60% de l'énergie qu'on consomme, ce sont des combustibles fossiles, pétrole en tête, gaz ensuite. La double contrainte carbone nous oblige à revoir un système énergétique en profondeur. Il y a besoin d'anticiper et de faire des études prospectives sérieuses. Et ça, c'est absolument pas le cas sur les combustibles fossiles. Globalement, là, l'état des approvisionnements sur le pétrole, la prospective moyen long terme, ça en France, on n'a pas. Pas de façon publique en tout cas, et c'est absolument nécessaire d'en avoir tant qu'on en est dépendant.
Pour décarboner, il ne faut négliger aucun outil, à la fois l'efficacité, c'est-à-dire améliorer les systèmes pour qu'ils consomment moins, passer de véhicules thermiques à véhicules électriques, isoler les bâtiments, etc. Mais aussi développer les énergies bas carbone, toutes, évidemment, pour remplacer les fossiles. Et la question des métaux ne doit pas être sous-estimée. Il faut anticiper la hausse de la demande, anticiper la dépendance que ça va causer, essayer de réduire par tous les moyens possibles cette dépendance en développant des filières de métaux en Europe et en jouant sur la demande pour réduire notre demande de métaux.